Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis enseignant géopolitique et avocat. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est Legault, le bilan. Évidemment, nous sommes pratiquement en période électorale, mais de manière, si vous voulez, officieuse. Mais en fait, nous sommes pratico-pratiques, si on veut. Nous sommes en période électorale depuis le début de la pandémie, depuis le mois de mars 2020, à raison de plusieurs conférences de presse hebdomadaires, à raison de nombreux sondages. Et tout ça nous démontre qu'il y avait un aspect politique à cet état d'urgence, alors qu'il aurait simplement fallu que la santé publique, au quotidien ou de façon hebdomadaire, tienne la population au courant, que ce soit des mesures sanitaires ou que ce soit de l'état de la situation. Mais au lieu de ça, on a eu droit à une parade de politiciens de la CAQ pendant les 2 dernières années. On a littéralement inondé les médias. Ce bilan, je vais le faire en 15 points et que vous pourrez commenter dans les commentaires, ajouter dans les commentaires en bas de l'écran. D'abord, le premier point, le point numéro 1, c'est d'abord la question de la censure et des médias. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. La situation au Québec est particulièrement critique. Vous avez 2 groupes au Québec. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais c'est flagrant. D'un côté, vous avez Québécois, Vidéotron, Journal de Montréal, LCN. De l'autre côté, vous avez Power Corporation, Radio-Canada, La Presse, Bell, qui fait le contrepoids à Vidéotron, là, qui s'arrache le marché. Là. Nous, on est, comme consommateurs, on est sollicité pour aller d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, ça sera d'une farce. Là. Et voilà, il y avait donc 2 groupes. Et lorsque j'étais à Georgetown, j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Robert Pitofsky, qui est un spécialiste des questions commerciales, l'ancien président de la Federal Trade Commission. Et oui, et lui, c'est un spécialiste des questions relatives au cartel, au monopole. Et selon son point de vue, lorsqu'il y a seulement 2 joueurs sur le marché, eh bien, il n'y a pas vraiment de compétition. Il n'y a pas vraiment de concurrence, n'est-ce pas? Et lui, il enseignait la loi sur les trusts, antitrust law, à Georgetown. Il a fait ça pendant plusieurs, les lois antitrust, à l'université de Georgetown. Et donc, quand il y a 2 joueurs, il n'y a pas de concurrence. On en prend au moins 3. Sinon plus, idéalement plus. Voilà. Et ici, les médias, malheureusement, nous sommes aux mains de 2 groupes. À part ça, il y a des marginaux comme moi qui osent prendre la parole dans le domaine public. Je sais qu'il y a un groupe qui s'appelle Stupide. Je sais qu'il y a un groupe qui s'appelle M. Cossette-Trudel qui mène. Il y a d'autres libres penseurs qui osent s'aventurer sur YouTube et qui réclament qui attendent des contributions, des sommes d'argent, peu importe. Mais tout ça pour vous dire qu'au chapitre de l'information, nous sommes bien mal arrangés. Et au-dessus de ça, il y a CNN qui fournit autant Radio-Canada que
LCN. Hein. CNN, c'est vraiment la plateforme, le dénominateur commun. C'est ce qui fait qu'au chapitre des médias, depuis 2 ans, nous assistons à des campagnes de censure, des campagnes. Certains chroniqueurs se risquent même à de la haine sur la question de la vaccination par rapport aux non-vaccinés. Et là-dessus, je trouve ça absolument déplorable, choquant. Donc, c'était mon premier point, la question de la censure et du contrôle des médias par deux groupes. Et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'air pour pour un troisième groupe. Deuxième point important dans le bilan Legault, c'est l'arrachement du crucifix à l'Assemblée nationale, ce qui a, à mon point de vue, initié une crise, pas une crise politique, mais pire que ça, une crise métaphysique, une crise historique, la négation de 300 d'histoire de catholicisme au Québec, la négation de nos églises, de nos couvents, de nos collèges, la tradition du cours classique, etc., de tout ce que nous avons été. Un rejet complet de tout ça. Et on a initié une cérémonie pour le retirer, mais qui était simplement un paravent de haine à l'égard du catholicisme. Et ça, pour moi, c'est totalement, enfin, c'est scandaleux, là, c'est un scandale qui n'a pas été vraiment commenté dans les médias et que la gauche médiatique, finalement, a supporté la démarche du gouvernement Legault. Donc, le deuxième point, l'arrachement du crucifix. Le troisième point, bien évidemment, il fallait, sur le plan légal, conforter cette position métaphysique, cette position qui origine de la philosophie allemande, de l'Aufklärung, c'est-à-dire de l'instauration d'un dictateur, d'une dictature, avec des penseurs comme Hegel qui vont mener à Marx, qui vont mener à toute la tradition britannique des suprémacistes blancs avec Darwin, Spencer, Galton, Bagehot, Gobineau en France, et cette idée du rejet du christianisme avec Nietzsche. Eh bien, le gouvernement Legault va conforter cette position dans la loi sur la laïcité, qui va être la conséquence de l'arrachement du crucifix. Là maintenant, l'État n'a plus aucune opposition, Dieu n'est plus dans le décor, la religion n'est plus dans le décor, c'est le pouvoir absolu d'un homme qui peut être soit à gauche le secrétaire général du Parti communiste, le secrétaire général d'un parti, ou bien donc à droite, hein, le modèle allemand du Führer, n'est-ce pas, Adolf Hitler qui va nommer d'ailleurs Martin Heidegger comme recteur de l'Université de Berlin. Donc, vous avez cette espèce d'évacuation complète de la religion de l'espace public. Et on va voir que dans les faits, ça va se traduire par une disparition graduelle de nos églises et de nos institutions, des espaces physiques qui étaient l'incarnation de cette tradition de 300 ans de catholicisme au Québec. Troisième point important maintenant, non, excusez-moi, la laïcité, c'était le troisième point. Le quatrième point, bien sûr, c'est la réforme de la loi 101 qui va avoir pour effet de choquer, d'enrager la communauté anglophone et de nombreuses communautés ethniques aussi. Donc, vraiment, on fonctionne sur le mode de l'exclusion. D'abord les croyants, ensuite les anglophones, les communautés ethniques. Et le projet de loi 101, dont le gouvernement Legault fait grand état, et qui va contraindre en quelque sorte le gouvernement fédéral à intervenir, tout autant que dans le point numéro 3, la loi sur la laïcité, et aussi avec la question de l'immigration. Donc, on s'aperçoit qu'autour des projets de loi 2196, devenus loi, là, eh bien, on va se retrouver avec le gouvernement fédéral en opposition, le tout, si vous voulez, coiffé par les demandes du Québec en matière d'immigration. Donc, on va assister à un contentieux constitutionnel assez important dans les mois à venir
pour ne pas dire une crise constitutionnelle qui reprend pour l'essentiel les différents points que j'ai soulevés ici, à savoir la loi 21, la loi 96, et bien sûr le débat sur l'immigration qui est, si vous voulez, en sous-main dans cette nouvelle posture judiciaire qui s'annonce. Ensuite, le point numéro 5, la question des non-vaccinés. Évidemment, les non-vaccinés sont toujours exclus des partis politiques, sauf le Parti conservateur qui accepte des candidats non-vaccinés. Donc, on stigmatise, on maintient la stigmatisation des non-vaccinés. Et avec le projet de loi 28, qui va conférer au gouvernement du Québec une immunité complète pour les décisions prises durant la crise, durant la pandémie. On pense aux conséquences des mesures sanitaires sur les entreprises, sur les individus, tout le dommage causé aux droits, enfin, la question de la violation des droits constitutionnels, la question de la responsabilité civile, la question de la responsabilité ministérielle. Et bien, par rapport aux non-vaccinés, pour être certain de ne pas faire l'objet de poursuites, parce qu'il est certain qu'il y a 500 000 Québécois non-vaccinés à l'heure actuelle, qui sont peut-être pas tellement heureux des décisions du gouvernement Legault, n'est-ce pas? Donc, pour eux, c'est important de prévoir une clause privative à l'article 2 du projet de loi pour se donner une immunité, mais qui ne couvre pas en matière criminelle, par exemple, ou encore si des décisions avaient été prises contraires à l'ordre public ou qui comporteraient un élément de criminalité. À ce moment-là, cette clause-là pourrait sauter. Et à la limite, un gouvernement ultérieur pourrait revenir rétroactivement et abroger et faire perdre les avantages, l'immunité conférée par cette loi. 6e point, l'exclusion des pro-vie. Bien sûr, les partis politiques excluent les pro-vie en matière d'avortement. Ça fait partie du mode d'exclusion des gouvernements autoritaires, des gouvernements fascistes, à savoir exclure les croyants, exclure les anglophones, exclure les communautés ethniques, exclure les pro-vie. Voilà. Et ce qui nous amène au 7e point, la question de l'euthanasie, mourir dans la dignité, soin de fin de vie. Comme si, bon, fait, tuer quelqu'un, c'est un soin de fin de vie. Évidemment, on cherche à élargir la portée des soins de fin de vie, de mourir dans la dignité, élargir aux personnes qui ont des problèmes neuromoteurs, aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, etc. À ce moment-là, on peut s'interroger sur ce qui s'est passé en mars 2020 dans les CHSLD, étant donné qu'il y a une intention claire du gouvernement d'élargir, si vous voulez, l'accès médical à des soins de fin de vie. Et là, on peut se poser toutes sortes de questions extrêmement troublantes sur la politique d'euthanasie du gouvernement à l'égard des personnes âgées et handicapées. J'en suis une, soit dit en passant, et je suis non vacciné aussi. Donc, on peut penser que ce gouvernement-là en veut à ma vie, d'une certaine manière. Et que ce qui est important de comprendre, c'est que dans les années 30, dans le cadre du programme Action, les nazis en Allemagne contraignaient les gens avec des problèmes de santé mentale, en fait, les exécutaient carrément. Alors qu'ici, la méthode maintenant est plus subtile, c'est qu'on met de la pression par l'isolement des personnes, on met de la pression sur les familles, sur les membres des familles favorables aux soins de fin de vie, qui mettent de la pression sur grand-papa et grand-maman pour que, n'est-ce pas, ils le demandent volontairement. Évidemment, c'est un faux consentement, c'est un consentement sous pression contre une personne vulnérable, ce qui laisse penser à peut-être une intention quasi criminelle ou carrément criminelle. On peut s'interroger sérieusement sur la politique en sous-main, en mi-mot du gouvernement en matière d'euthanasie et de soins de fin de vie. C'est très, très inquiétant. La pente est glissante et le gouvernement Legault est en plein dedans. 8e point, qui vient confirmer ou conforter le 7e point,
Il n'y aura pas d'enquête publique sur les CHSLD. 5060 morts, pas d'enquête publique. Je sais qu'un groupe d'avocats présentement travaille avec la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête internationale sur les décisions du gouvernement Legault dans le dossier des CHSLD. Le rapport de la coroner Caramel est une déception totale. Je fais pas de commentaire. OK? Donc, pas d'enquête publique. L'affaire va aller à l'international. Je l'espère. J'espère que la Cour pénale internationale va accepter d'ouvrir une enquête. Quoique le statut de Rome précise des circonstances de guerre. Il faut qu'il y ait une circonstance de guerre pour les crimes contre l'humanité, les génocides, etc. Là. Le statut de Rome est assez précis là-dessus. Ça m'étonnerait qu'il y ait une telle ouverture. C'est la raison pour laquelle j'ai plaidé publiquement à travers mes vidéos pour une enquête publique fédérale. Je pense que Justin Trudeau doit agir, mais le voyant aller dans d'autres dossiers, ça m'étonnerait. Enfin. Neuvième point, c'est toute la question du consentement aux soins de fin de vie par rapport à ce qui s'est fait en Allemagne dans le cadre du programme Action. Bon, la question du consentement aux soins de fin de vie laisse, évidemment, nous laisse songeurs, puisqu'en principe, un consentement doit être libre et éclairé. Il faut comprendre que chez une personne qui consomme des médicaments, par exemple, qui est âgée et qui est handicapée, son état, sa vulnérabilité fait en sorte qu'il est difficile de penser à un consentement éclairé quand on n'a pas les idées claires à cause d'une consommation importante de médicaments. Même chose pour sa liberté, liberté de mouvement, liberté d'agir. Lorsqu'on est cloué dans un fauteuil roulant, c'est assez difficile de parler de liberté. On est plutôt encadré dans des paramètres et à ce moment-là, le consentement, eh bien, ça devient un consentement truqué, en savoir qu'on incite une personne finalement à prendre des décisions et les personnes qui incitent la personne vulnérable sont en conflit d'intérêts, soit parce qu'elles sont couchées, passez-moi l'expression, sur le testament de la personne, ou encore que de venir la visiter, bon ben écoutez, ça coûte du stationnement, ça dérange la petite vie, etc. Donc, on veut littéralement se débarrasser de la personne, ce qui met en exergue la pauvreté émotive, si vous voulez, l'absence de relations personnelles significatives entre la personne vulnérable et sa famille. Et le gouvernement, à l'heure actuelle, joue là-dessus au maximum, sur cette fragilité de la relation entre les personnes vulnérables et les familles qui ont d'autres préoccupations, mais qui par ailleurs peuvent être en conflit d'intérêts à cause d'un testament, n'est-ce pas, à cause de la succession possible de la personne décédée. Donc, on s'aperçoit que le climat peut devenir toxique très rapidement et la personne peut, finalement, on peut pratiquement la pousser au suicide ou la pousser à demander des soins de fin de vie. Non pas parce qu'elle a un consentement libre et éclairé, mais parce que son environnement est devenu toxique, invivable, à cause de sa famille qui a décidé d'adopter les politiques ou la vision de Legault. Et ça, à mon avis, c'est carrément criminel. Je pèse mes mots, là. 10e point. COVID. Santé mentale. Évidemment, indépendamment de l'âge, pour toutes les couches de la société, les 2 dernières années nous ont plongé dans une crise de santé mentale, dans une crise d'isolement, surtout chez nos jeunes, confinés à des écrans, coupés d'activités sportives, etc. Les conséquences de ça sur la santé mentale sont énormes. Il ne faut donc pas se surprendre que le gouvernement ait voulu se couvrir avec l'article 2 du projet de loi 28, qui devrait être amené devant les tribunaux le plus rapidement possible. Et là, on voit les dommages à la jeunesse. Parce que pour les personnes plus âgées, la question de santé mentale se pose de façon différente. Mais pour les jeunes, c'est vraiment crucial. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que pendant toute cette pandémie, les magasins de cannabis, les fournisseurs de cannabis
ont été extrêmement actifs. Il en va de même pour les salons de massage. Il était pas question de distanciation, de porter de masque, etc. Donc, autrement dit, la drogue était relativement accessible. Il n'y a pas eu de grandes opérations policières contre des réseaux, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un élément, une espèce de situation un peu ambiguë du gouvernement avec cette espèce de tolérance par rapport à des activités, disons-le, parfois criminelles, là. Et moi, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on s'interroge grandement sur, ou qu'on revoie par le biais d'une commission d'enquête, toute l'inégalité d'application des mesures et surtout l'impact que ça a eu sur notre jeunesse et sur finalement l'avenir du Québec. Donc, la santé mentale. Et là, évidemment, je ne parle pas des entreprises qui ont été poussées au bord de la faillite, des entreprises qui ont fait faillite, des entreprises qui ont fermé. Et ça a été vraiment un désastre économique. Et on comprend l'article 2 du projet de loi 28. 11e point, le gouvernement, sur le plan économique, justement, on parle d'économie, c'est la guerre aux entreprises pétrolières et gazières. Et bien sûr, les programmes qui impliquent des investissements d'argent importants. Autrement dit, le fédéral imprime de l'argent, les provinces, évidemment, créent des programmes et distribuent une partie de ces argents. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'on soit confronté à à une inflation extrêmement importante qui peut devenir galopante et à une dilution de la devise parce que vous voulez, le fédéral imprime, puis le Québec crée des programmes et distribue de l'argent comme ça, là, comme le fameux 500 $, mais ça, je vais y revenir, tout en menant une guerre à l'industrie pétrolière qui pourtant, et ça a pour effet, bien entendu, de faire augmenter le prix de l'essence, ce qui a un impact sur le panier d'épicerie, ce qui a un impact sur le niveau de vie, ce qui a un impact sur le coût des loyers. Et évidemment, la Banque du Canada réagit pour réguler la situation en augmentant les taux directeurs et c'est pas terminé. Donc, on risque de se retrouver, bien entendu, dans une possible récession provoquée par une inflation qui elle-même a été provoquée par la crise, qui a été fort mal gérée. Donc, on se retrouve dans une situation assez difficile, merci, sur le plan économique. 12e point, le 500 $ qui a été distribué récemment. La question que je me pose, est-ce que le directeur général des élections ne devrait pas déclencher une enquête là-dessus? On promet aussi une autre somme si jamais le gouvernement est élu. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe là? On nous redistribue notre argent. Il n'y a pas de don là-dedans. Là. Et sur le plan de la loi électorale, j'ai des doutes quant à la légalité de cette façon de procéder. En tout cas, on va voir. Mais jusqu'à présent, le directeur général des élections n'a pas beaucoup bougé. Numéro 13, on a instrumentalisé le conflit en Ukraine. On nous bombarde avec le conflit en Ukraine. Un point tel que, évidemment, on nous offre un seul point de vue, le point de vue des Alliés, et on nous pousse au bord de la guerre nucléaire. Et tout ça, évidemment, dans la foulée de la COVID, n'est-ce pas? Enfin. 14e point. On a érigé un monument à Jacques Parizeau. J'ai rencontré Jacques Parizeau 2 fois dans ma vie. C'est un personnage orgueilleux, arrogant. Et là, les fonds publics ont financé un monument sur le terrain de l'Assemblée nationale. Un bon. Je n'en reviens pas. Et après ça, évidemment, Legault va venir nous dire qu'il n'est plus indépendantiste, qu'il est un nationaliste, qui croit dans le Canada, qui fait exactement le contraire. Il faut être capable de lire les menaces à l'unité nationale du Canada, et ça, c'est un signe très clair et très net. Dernier point. Le 15e point.
On se dirige tout droit vers un chaos constitutionnel. Je l'ai évoqué précédemment, avec la contestation de la loi 21 et la loi 96, la réforme de la révision, la réforme de la loi 101, la loi sur la laïcité et toute la question de l'immigration. Il est évident que le Parti québécois et Québec solidaire sont des partis indépendantistes. Il est clair que le chef de la CAQ est un indépendantiste, même si le parti de la CAQ n'est pas indépendantiste. Il faut comprendre qu'avec toute l'autorité qu'il exerce à l'intérieur de son parti, il peut faire en sorte que la CAQ devienne un parti indépendantiste. Et tout ça constitue une grave menace à l'unité du Canada. Évidemment, il va falloir attendre des débats judiciaires. Il y en a au moins 2 qui s'annoncent. Et le débat sur l'immigration aussi. On pourrait rajouter à ça la question de la santé, n'est-ce pas, les normes nationales que Justin Trudeau veut imposer. Donc, à l'immigration s'ajoute la santé, parce que Legault veut avoir sa part du pactole de la péréquation en matière de santé. Et Justin Trudeau lui accorde sous condition d'imposer des normes nationales en matière de CHSLD, de résidence pour personnes âgées. D'où la suggestion au gouvernement Trudeau de déclencher une enquête publique sur les CHSLD pour démontrer à Legault sa mauvaise gestion depuis 2018, depuis qu'il est au pouvoir, des CHSLD et des résidences pour personnes âgées. Voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer. Je vous invite à commenter et à partager. Et là-dessus, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et je ferai bientôt une vidéo sur la question du népotisme au Canada, qui est une question extrêmement importante. On l'a vu dans les rapports de Mme la juge, l'ex-juge Deschamps et l'ex-juge Arbour dans le dossier des inconduites sexuelles. Je pense qu'ils ont complètement manqué le bateau et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que le népotisme? Voilà, là-dessus, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine.